Daniel Charette, enchanté. Vous êtes chef d'exploitation de corporation Charbone Hydrogène. Exact. Bonjour, M. Z. Bonjour, bonjour. C'est une industrie un peu méconnue, mais on a entendu parler quand même assez bien au cours des dernières élections. L'hydrogène est au centre de beaucoup de discussions. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais ça que vous nous en parliez pour que l'auditoire, tout le monde, comprenne un peu mieux cette industrie-là. En fait, l'hydrogène, c'est probablement le nouveau carburant qui est appelé à remplacer la plupart des carburants fossiles au cours des prochaines années. On va s'affairer au cours des prochaines années à remplacer tranquillement les moteurs à combustion interne par des véhicules électriques à fuel cell. Les fuel cells, ça remplace en fait les batteries électriques et ça permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie tant pour les véhicules personnels que pour les véhicules utilitaires ou le transport lourd. Ensuite de ça, l'hydrogène est appelé aussi à remplacer, dans plusieurs cas, les carburants et utilisés dans les procédés industriels. On a appris il y a plusieurs semaines qu'ici à Sorel, QIT recevait des gros montants d'argent éventuellement pour transformer les aciéries à l'hydrogène au lieu de l'électrique ou du gaz naturel. Puis j'imagine que cette industrie-là, ça représente quand même certains défis. Bien, actuellement, oui, il y a plusieurs défis. On est déjà un peu en arrière de l'Europe. L'Europe est en avance d'environ 5 ans sur nous. Donc, il y a un certain rattrapage là à faire. Mais en même temps, les équipements ne sont pas nécessairement tous adaptés au marché nord-américain. Donc, il y a une partie d'adaptation des technologies européennes aux réglementations canadiennes et américaines qui doit se faire. Il y a beaucoup à faire, donc, encore à ce niveau-là. Bien, disons qu'au niveau surtout des voitures, je dirais que Hyundai et Toyota ont déjà sur le marché des voitures qui fonctionnent à l'hydrogène. Ah oui? Donc, pour nous, c'est seulement d'adapter notre production. En fait, Charbone Hydrogène Québec à Sorel, son intention, c'est de migrer des utilisateurs actuels d'hydrogène plus sales vers de l'hydrogène vert. OK, OK. Puis d'ailleurs, ça m'amène à la question, qu'est-ce qui fait justement que vous êtes installé à Sorel-Tracy? Vous avez un nouveau bâtiment là, est-ce que c'est fini de construire? Non, c'est encore en construction. On est en train de finir l'ingénierie de détail, mais ce qui nous a amené à Sorel-Tracy, en fait, c'est la proximité du marché de Montréal, le fait qu'il y avait déjà des utilisateurs d'hydrogène dans la région et le dynamisme de la région, son côté industriel et technologique, et du fait aussi que Sorel-Tracy avait déjà amorcé un virage vert en ayant son propre parc éolien Pierre de Sorel. Donc, ça nous a beaucoup attirés. Il y avait de la disponibilité d'énergie de la part d'Hydro-Québec aussi dans la région. Les unités d'hydrogène, ce sont des unités qui consomment de l'énergie renouvelable, de l'énergie verte, et pour nous, c'est important. Donc, on est un peu avant-gardiste ici, finalement, à Sorel, là. Exactement, oui. Ah, c'est super. Puis, on parlait de défis tantôt. Je sais que vous voyagez beaucoup, vous faites beaucoup d'entrevues, vous parlez à beaucoup de monde à tous les niveaux. C'est quoi le gros de votre travail au quotidien? Ça ressemble à quoi une journée de Daniel, de M. Charette? En fait, les journées sont très occupées et la plus grande partie de mon temps, c'est de m'occuper en fait des opérations et du développement de l'entreprise. Donc, de travailler sur une quarantaine de projets qu'on développe à travers le Canada et les États-Unis. Et aussi, Charbone n'est pas qu'une seule entreprise d'hydrogène, mais c'est une entreprise aussi qui avait décidé, surtout aux États-Unis, d'intégrer la production d'hydroélectricité dans ses capacités. Donc, on est actuellement en train de procéder à l'acquisition de plusieurs petites centrales hydroélectriques qu'on a l'intention de moderniser et d'optimiser pour fournir de l'énergie renouvelable à bon marché à nos usines américaines. L'autre partie du travail, je dirais, c'est une partie d'éducation, donc d'expliquer aux différents paliers de gouvernement, fédéraux, provinciaux, municipaux, et au public en général, ou aux prochains futurs utilisateurs d'hydrogène, ce qu'est l'hydrogène et
à quoi elle va servir et comment ça se Ouais. fabrique. Justement, à cet effet, à quoi on peut s'attendre pour le commun des mortels, là, pour nous, particuliers dans nos maisons? Qu'est-ce que ça va changer? À quoi on peut s'attendre pour nous, l'impact de tout ça? Actuellement, il n'y aura pas vraiment d'impact sur les particuliers autre que s'il y a achat et acquisition de voitures à l'hydrogène, qui sont en OK. fait des voitures électriques mues par, non pas par une batterie qui est rechargée, mais par un gaz qui est l'hydrogène qui se OK, transforme en eau. OK. Ce que les gens vont voir beaucoup, ça va être des camions de transport, des trains, des bateaux et des procédés qui vont devenir à l'hydrogène. D'ailleurs, je reviens d'une conférence à Toronto Oui. qui était sur le transport urbain, donc toutes les sociétés de transport urbaines à travers le Canada. Et maintenant, on regarde de plus en plus pour des autobus à l'hydrogène à cause de l'autonomie que l'hydrogène procure aux autobus et l'économie aussi versus les véhicules électriques. OK. Ça me fait penser à une question. Qu'est-ce que sont les mauvaises informations qui circulent? Tu sais, moi, j'entends parce que les gens peuvent entendre hydrogène puis dire, oh mon Dieu, hydrogène, ça pourrait sauter, c'est dangereux. Quelles sont les croyances qui sont là par rapport à ce type d'énergie-là que vous aimeriez prendre la tribune et défaire là, pendant quelques minutes? Je pense que tout le monde a toujours pensé que l'hydrogène, c'est un gaz qui est explosif. Oui, Et tout le justement. monde se réfère souvent à l'explosion d'un dirigeable au New Jersey, alors que le dirigeable n'a pas explosé, mais a plutôt la coquille a brûlé. L'hydrogène, c'est un gaz extrêmement léger qui s'évapore rapidement dans l'air, donc il n'y a aucun danger d'explosion à ce niveau-là. Les tests ont été faits avec les réservoirs à de très hauts impacts, puis il n'y a Ouais. jamais eu de problème encore. Donc, je pense que c'est une mauvaise conception que les gens ont que l'hydrogène, c'est un gaz dangereux. C'est beaucoup moins dangereux que le gaz naturel ou le propane, en fait. Quand même, va. Puis, curieuse, Daniel, comment vous avez atterri là-dedans? Je veux dire, c'est quoi votre histoire, votre historique? En fait, l'hydrogène est arrivé il y a environ 36 mois d'une part, d'un côté, en voulant démarrer une entreprise plus d'hydroélectricité et par le fait que notre chef de la direction, qui habitait en Europe, a vu la vague hydrogène arriver en Europe. Donc, on s'était dit il y a 36 mois, en démarrant l'entreprise, pourquoi on ne ferait pas de l'hydrogène qui serait, en fait, dont l'approvisionnement viendrait avec de l'énergie de base qui est l'hydroélectricité. Ça peut faire drôle de gens qui viennent de l'éolien et du courant intermittent et variable, mais on s'est dit que si on voudrait produire de l'hydrogène 24/7, il faudrait vraiment avoir de l'énergie de base plutôt qu'une énergie variable. Et ce qui est parti petit, en fait, est devenu très grand. Charbonne s'est développé et on a pris un peu le modèle du secteur de l'éolien dans lequel on a été depuis 25 ans, c'est-à-dire de penser à bâtir l'écosystème autour de nos usines de production pour créer une clientèle en même temps qu'on aidait les gens à se convertir à ce nouveau produit-là. Donc, notre modèle d'affaires, c'est vraiment d'être un producteur de molécules d'hydrogène vert, mais en même temps de participer au développement de la filière en aidant des entreprises européennes à venir exporter leurs produits ici pour nous aider à construire des usines et en même temps à servir des utilisateurs présents et futurs. C'est assez innovateur. Oui, effectivement. Disons qu'on est un peu en avant de la vague, puis on entend le demeurer tant au Québec que dans les autres provinces ou États où on est présent. D'ailleurs, on me dit que vous êtes quelqu'un de première. C'est pas, vous aimez ça, embarquer dans des projets innovateurs, inédits, qu'on voit pas souvent, à partir des nouvelles tendances, des nouvelles choses? Oui, en fait, c'est probablement plus un concours de circonstances, mais au cours des 25 dernières années, on a participé à plusieurs premières usines d'assemblage d'éoliennes, premier centre d'opération et maintenance, premier gros projet éolien au Québec, premier gros projet éolien en Ontario et maintenant première usine dédiée à 100%
à l'hydrogène. Donc, c'est Wow! vraiment C'est quelque des chose. premières. C'est vraiment quelque chose. Mais je pense que ça remonte à l'enfance aussi, parce que vous venez de Chambly, de Non, en Montréal. fait, de Montréal, un gars de béton qui est né dans le quartier Côte-Saint-Paul, près du pont Champlain, et grandi avec des parents, un père pompier et une mère qui opérait un restaurant. Donc, le côté entrepreneurial vient de là. Vient de là, puis il y avait des premières après. Ben, il y a eu plusieurs premières dans mon premier métier qui était en fait la mécanique industrielle et le service industriel. Ouais. Donc, pour des entreprises comme Heinz qui fabriquait du pain surgelé pour fournir des Subway et des Dunkin' Donuts. Donc, la première machine de bagel installée au Canada de grande capacité. Oui, toujours des premières. C'est intéressant. C'est super intéressant. Franchement, c'est vraiment... mais puis vous jouiez à quoi quand vous étiez jeune Ben moi, pour partir là-dedans? beaucoup de blocs Lego, je dirais, là, très amateur de construction de toutes sortes d'objets. Donc, D'accord, là, innover, construire, créer des choses nouvelles, etc. exactement. Qu'est-ce que vous diriez qui sont les valeurs qui vous poussent justement bon, il y a l'innovation, mais mis à part l'innovation, puis celles aussi qui sont transportées à travers l'entreprise? En travers l'entreprise, je dirais qu'on a décidé, en plus d'être des innovateurs, d'être des gens qui étaient intègres, qui étaient honnêtes, qui pensaient aussi à la communauté et ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est important de prendre la transition énergétique au sérieux et de débuter aujourd'hui et de grandir avec les communautés chez qui on s'installe. Chez Charbonne, on n'a pas l'intention d'être les New Kids on the Block et de débarquer dans des communautés et de s'imposer. On veut participer, et c'est encore là, c'est ce qu'on a appris dans l'éolien depuis les 25 dernières années, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un projet qui peut réussir sans le support de la communauté et de travailler avec elle de façon très près pour que ça soit une réussite. Oui. À quoi on peut s'attendre? Est-ce que des projets, des gros projets dont vous pourriez nous parler qui s'en viennent du côté de l'entreprise? En fait, Charbonne, comme je le disais un peu plus tôt, travaille environ sur une quarantaine de projets. Dans les projets déjà annoncés, bien, il y a la construction du projet de Sorel-Tracy. Oui. Le concept de Charbonne, en fait, c'est de commencer petit et de grandir avec le marché. On est déjà en train de penser à la phase 2 et 3, qui va nous amener quand même avec des investissements autour de 30 millions sur le projet de Sorel-Tracy. On a signé l'entente définitive pour construire le projet de Selkirk au Manitoba et on est en négociation finale pour le projet annoncé à Port Hawkesbury dans le nord de la Nouvelle-Écosse. En même temps, on a déjà annoncé il y a quelques semaines un projet d'entente de principe avec le port et la ville de Bécomo. Et on vient d'annoncer hier une entente avec le groupe Filgosonic pour la construction et la mise en place de 2 unités de remplissage d'hydrogène pour camions et voitures le long de 2 axes majeurs au Québec. Parmi les autres projets qu'on devrait annoncer sous peu, il y a les acquisitions aux États-Unis d'un projet hydroélectrique au Wisconsin et de 3 centrales hydroélectriques dans le Michigan. Et on travaille sur plusieurs projets au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique, ainsi que dans plusieurs États américains. Wow, wow, wow. Ça fait beaucoup. D'ailleurs, écoutez, notre entrevue tire à la fin, mais je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec votre petit côté innovateur qui aime les premières, etc. Et puis, vous m'avez dit quelque chose avant qu'on passe sous la caméra, avant l'entrevue, par rapport aux baby boomers. C'était Ouais. quoi? C'est ça, c'était comme un vœu personnel ou un fait- gage, un défi personnel? En fait, il faut que les jeunes arrêtent peut-être de voir les gens qui sont nés en 1960 comme de vieux baby boomers assis sur leur fonds de pension et nous voir plutôt comme des mentors et des facilitateurs pour les aider à aller plus rapidement Je vote pour et ça. avancer. Je vote pour ça. Daniel, merci pour cette belle entrevue. Merci. J'espère que vous avez aimé puis que vous en connaissez un petit peu plus sur cette belle nouvelle source d'énergie qui est l'hydrogène. Et donc, à bientôt.